HCFR, le podcast tech. We know the air is unfit to breathe, the food is unfit to eat. Salut les amis, je suis Clément, bienvenue dans HCFR, le podcast tech version 1.5. Aujourd'hui, je serai accompagné de Patrice, alias Laric. Bonjour. Michael, alias Gandalflux. Salut. Ludovic, alias Digidactylo. Bonjour, j'aime pas les bonjours. Benjamin, alias Nimage. Salut. Guillaume, alias Guijouis le Fou, de justdiyit.com. Hello. Cédric, alias Cro, qu'on retrouve également sur justdiyit.com. Bonsoir à tous. Jeff, alias Jaco, de hdfever.fr. Et salut à tous. Cédric et Sophie de Home Cinema Concept. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et enfin Richard de Cinemotion. Bonjour à tous. Alors au programme de cette émission, nous allons revenir sur le salon Cinemotion, qui s'est tenu le 8 novembre dernier au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg, et dont HCFR était partenaire. On va commencer tout de suite avec Richard, qui va un petit peu nous parler de la naissance de Cinemotion, et puis de la mise en place des différents salons. On enchaînera ensuite avec les deux stands qu'avait mis en place HCFR, un dédié à l'assaut et un autre dédié à une démonstration de DAC fait en do-it-yourself. Pour finir sur les nouveautés vidéoprojection qu'il y avait sur le salon, à commencer par le Sony VPL VW300 et l'Epson EH-LS10000, qui était la petite exclusivité de ce salon. C'est parti. Commençons d'abord avec Richard et l'histoire de Cinemotion. Parce que j'ai compris, c'était la 5e édition du salon. Si on veut. On a commencé par un tout petit salon, très axé projecteur à l'époque, où tous les projets du moment, il y en avait un peu plus, tu sais, il y avait Panasonic, il y avait Sanyo, Mitsubishi. On faisait des comparos avec 6-7 projets, et on n'avait qu'une à deux salles audio. Ensuite, chaque année, on a agrandi, et puis depuis l'année dernière, on a changé de nom. On va dire qu'on l'appelle plus le salon Cinemotion, on l'appelle le salon de la hi-fi du home cinéma. Donc d'un côté, on pourrait dire que c'est la 5e édition. D'un autre côté, on peut dire aussi que c'est la 2e édition du salon de la hi-fi du home cinéma. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller pour l'appeler, mais de cette ampleur-là, on va dire que c'est la 2e fois. Tu pourrais nous faire rapidement un petit récapitulatif de l'histoire de Cinemotion. Vous êtes prêts? Asseyez-vous. Bon, je suis arrivé, j'ai été débauché par Auchan, donc je pense que tout le monde connaît le groupe. Et pour à l'époque transformer le magasin du Luxembourg en magasin de spécialistes. Bref, pendant des années ça m'a bien plu. Le challenge était un peu particulier parce que je me voyais pas dans une grande surface. Auchan Luxembourg avait une façon de travailler qui était complètement différente dans le sens où on achetait en direct au fournisseur et on avait nos propres catalogues. Donc quelque part on était rattaché à la centrale française et on travaillait en direct avec Sony, avec JVC et compagnie. Donc j'ai eu beaucoup de cartes blanches, j'ai eu la chance d'avoir des chefs géniaux. J'avais beaucoup axé sur la formation des vendeurs. Moi, je m'occupais des achats et des stocks. Donc, ce qui m'intéressait, c'est que le client il reparte avec un produit qui lui convient. Et c'était à moi de gérer les stocks. Évidemment, on avait différents produits à différents prix, mais c'était que des produits de qualité qui étaient choisis. Et on était aussi la seule grande surface à vendre certains projets, comme à l'époque, pour ceux qui ont connu, le Ruby, le HD1, enfin tout ce type de projets. Donc bref, ça se passait très bien. Et puis, vous connaissez un peu les grandes surfaces. Enfin bref, on n'allait plus dans la même direction. Je me suis battu pendant 1 à 2 ans. Et en 2006, j'avais ouvert Cinemotion. En complément de mon activité, en fait, j'écrivais des tests et je faisais des articles avec quelques rédacteurs bénévoles. J'avais accès à des infos que tout le monde n'avait pas, la possibilité de tester des produits assez facilement. Et Michel, avec qui j'ai appris beaucoup, qui cette année n'a malheureusement pas pu venir au salon. M'a appris énormément de choses, notamment sur la calibration et avec un certain côté pédagogie aussi. Et bref, donc pendant 2 ans j'étais à contre-courant et puis en 2008 j'ai décidé de partir. J'ai proposé mon projet à quelques entreprises, d'autres m'ont fait des propositions qui n'ont pas vraiment plu. Les fournisseurs et des clients m'ont dit monte ta boîte et puis tu la montes, on te suivra. Normalement quand tu fais ça, tu montes ta boîte, tu retournes, il n'y a plus personne derrière toi. Sauf que dans mon cas, ils ont vraiment tous aidé. Ça faisait chaud au cœur, quoi. Sony, JVC m'ont fait des lignes de crédit, m'ont envoyé des produits avant même que je puisse les payer. J'aurais pas pu y arriver quelque part sans les relations que j'avais entretenues pendant des années avec eux.
Et, Et puis donc, en du coup, 2008, voilà, c'est parti. Ouais, c'est... Excuse-moi Richard, mais tu parles de choses comme ça et de visu, tu me paraissais bien jeune. T'as commencé à quel âge? Eh ben, je suis bien jeune. Je suis arrivé pour quand même dans la petite histoire à Auchan à 20 ans, 19 ans. En fait, les études m'ont pas particulièrement plu. Ça, c'est pour comprendre un peu plutôt le parcours un peu spécial que j'ai fait. J'ai commencé un BTS classique, j'avais jamais repiqué ou quoi que ce soit. Mais l'école, j'aimais pas particulièrement ça. Je voyais pas l'intérêt de faire des devoirs ou des trucs comme ça. Il y avait un BTS, un concours chez nous qui s'appelait les négociales, où tu recevais des sujets et tu devais rencontrer des professionnels, et tu devais vendre un stylo ou je sais pas quoi, et puis tu avais des élections à Metz, et puis après c'était en Lorraine, et puis après la Lorraine c'était sur toute la France. J'ai fait un très bon résultat et j'ai eu plusieurs propositions tout de suite avant même que je finisse mon BTS. Et au Luxembourg, j'avais un bac commercial était considéré comme étant un diplôme comme un BTS si tu veux. Donc j'avais deux possibilités, soit je continuais à faire des études mais c'était pas mon délire, soit j'essayais de faire un truc avec mon BTS, et puis vu que j'ai eu des propositions, j'arrivais à Auchan en 19 ans et j'ai eu les achats d'un service comme le nôtre à 20 ans ou 21 ans. Précoce quoi. Un petit peu, mais j'ai surtout eu la chance d'avoir des super responsables. Tu vois, le genre de responsable où parce que son département est réussi, on va lui dire félicitations, t'avais la télévision qui venait souvent, les acheteurs français qui venaient en disant comment ça se fait que vous faites autant de chiffres et compagnie, et à la place de dire, à la place de se la raconter comme le font beaucoup, ils me disaient non mais moi j'y suis pour rien, c'est Richard et compagnie. Donc ça aide. Tu sais, quand t'as de la reconnaissance dans ton boulot, je crois que ça vaut beaucoup d'argent quelque part. Et puis voilà, et après j'ai monté la boîte, je venais d'avoir 27 ans. Du coup j'en ai 33, ouais. Ouais. T'es vieux. Donc on a le Je même âge. pourrais être ton père. Je vous remercie. Et donc en parallèle, tu as, enfin, un peu après, tu as lancé effectivement ces salons. Donc la première édition donc de comparatif de vidéoprojecteurs a eu lieu quand? En 2009, j'ai monté en 2008, en 2009. Bah si tu vas sur mon site, tu as Il y a tout l'historique. à propos, il y a les quelques salons qu'on a fait. C'était aussi dans le prolongement parce qu'à Auchan, j'organisais des salons de la projection. Où à l'époque, je m'amusais bien parce que je cachais tous les projecteurs. En fait, je faisais des démos de projecteurs en aveugle. Alors, ça peut paraître un peu con, mais je me faisais chier à l'époque avec deux Pioneer 868, deux DVD identiques, et je mettais 5 extraits d'une minute, et les gens devaient voter pour les extraits qu'ils préféraient. Parfois, c'était le A qui était dans le premier dans l'extrait, après, dans l'extrait suivant, c'était le B qui était en premier. Parce que j'adorais, notamment sur les forums, les gens qui disaient Sanyo, c'est ce qu'il y a de mieux, Sony, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis quand ils s'apercevaient qu'ils avaient voté pour quelque chose qui n'était pas apprécié, j'adorais ça. Ouais. Donc c'était Tu te plus le prolongement de ça. On a eu fait ça aussi, Richard, si tu te rappelles. Exactement. Sur Paris, On s'était bien avec fait chier, des je m'en rappelle tests bien, un peu. dans un petit hôtel. Ouais. Du coup, cette édition donc était la 5e, enfin la 2e dans ce format-là. J'imagine que tous ces contacts-là que tu entretiens depuis des années, c'est ça qui te permet en fait du coup d'organiser des salons comme ça avec autant d'intervenants et de qualité et de super matériel. Forcément, on a grossi au fur et à mesure. Nous, on proposait l'idée parce que déjà au niveau des indépendants, que ce soit en France, en Bourg ou ailleurs, ça se réduit énormément. Les grosses sociétés pensent plus au volume qu'elles vont faire plutôt qu'à dépenser de l'énergie dans des événements. Finalement, il y a l'événement à Paris. Il y avait pendant un temps un événement à Lyon. Je crois pas qu'il y ait encore. Enfin, il se passe pas grand-chose. Et on peut pas dire non plus que c'est un marché qu'elle vend au groupe. Donc moi, j'avais envie d'animer un petit peu tout ça, en tout cas dans notre coin. Donc j'ai proposé ça avec un tarif, on va dire défiant toute concurrence, dans le sens où je gagne pas d'argent sur le salon. Je prends le coût de la location et je le divise grosso modo par le nombre d'exposants. Donc, je veux pas dire que ça les fait rigoler, mais pas loin. Maintenant, comme j'ai déjà dit, je fais pas le salon pour gagner de l'argent, je fais le salon pour promouvoir la FI et le cinéma. Évidemment, ça me fait un peu de publicité, mais il y a des marques qui sont présentes avec lesquelles je ne travaille pas et avec qui c'est pas prévu que je travaille parce que le matériel qui est pas adapté à ce que je fais habituellement. Et ça me dérange absolument pas qu'elle soit là. Soit si elle me le propose, c'est possible, j'accepte. Soit c'est moi qui, cette année par exemple, j'ai voulu aller un peu vers l'artisanal français. Parce que ça me tenait un peu à cœur, et puis Cédric aussi, le côté calibration, montrer ce que c'est, avec des personnes qui sont sérieuses, le côté association, montrer qu'il existe des communautés entre passionnés,
Je trouvais l'idée du do-it-yourself vachement sympa aussi. Enfin, moi, je trouve ça génial. Je suis nul en mécanique, mais je veux dire, ça existe, les clubs auto où il y a plein de choses qui se créent. Je vois pas pourquoi on pouvait pas le faire dans ce domaine-là. On grossit au fur et à mesure, petit à petit. Je regarde pour l'année prochaine, tous les exposants, enfin je dis tous ceux avec qui j'ai eu l'occasion de parler sur la fin, m'ont déjà réservé une place pour l'année prochaine. Et les places sont pas illimitées. Ceux qui me font confiance, parce que je vends pas mon produit en faisant le cacou. Ceux qui ne croient pas en projet, cette année j'en ai eu 2 qui sont venus toquer à la porte en disant cette année on veut bien le faire. Écoutez, en priorité ceux qui m'ont fait confiance l'année dernière, maintenant c'est comme ça que ça va fonctionner. N'oublie pas de nous garder une place. Non mais vous faites partie des prioritaires évidemment. D'ailleurs, le casino s'agrandit, ça je pense qu'on en a parlé un petit peu avec quelques-uns d'entre vous. Le fait que ce soit, on va dire que pour les majeurs, au niveau des 4 pièces qu'il y avait en haut, et quand je vois le nombre assez impressionnant d'enfants qu'on a eu, il n'y aura plus de salles en haut. J'ai déjà été voir aujourd'hui. Les salles d'en haut vont être rapatriées en bas, histoire que tout le monde soit au même endroit. Bonne nouvelle. Mais alors c'est assez marrant justement parce que c'est vrai que moi c'était la première fois que je venais, mais en tout cas j'étais vraiment étonné du nombre de familles qui avaient. C'était vraiment un salon très familial. Et alors pour le coup c'était même impressionnant. C'est un salon qui est gratuit, le parking qui est gratuit, des trucs assez marrants quand même pour les enfants. Tu vois le truc avec les odeurs. Ouais, le drama, ouais. On aime, on n'aime pas. Mais tu as l'espace pour aussi les mettre entre guillemets à l'endroit où il y avait le bar et tout ça. C'est parti quoi. Puis en même temps, tu sais que j'ai 33 ans maintenant, j'ai 2 jeunes enfants, j'ai des amis qui ont des enfants. Voilà, ils viennent avec. Ouais, bien sûr. Bon, mais super. En tout cas, nous on était assez contents. On va enchaîner là avec la partie stand asso. Effectivement, d'avoir un stand dédié à l'association et une pièce dédiée. Ce coup-ci, ça a une démonstration puisque l'année dernière on avait déjà proposé une démonstration avec une installation 11.4. Ce coup-ci, on était parti plutôt sur une démonstration de DAC en do it yourself et donc c'est DJ Dactylo qui a porté le projet, donc il va un petit peu nous en parler. Oui, en fait l'idée de base c'était de faire des comparatifs au niveau des decks, c'est-à-dire que grosso modo certains ont le discours de dire que tous les decks qui sont réglés de la même manière sonnent tous pareils. Et d'un autre côté, certains privilégient des puces en particulier, etc., en disant qu'elles sont supérieures, mais bon, l'implémentation est jamais 2 fois la même. Et donc, fondamentalement, on n'a jamais vu aucun comparatif qui mettait plus ou moins soit des puces, soit des implémentations sur des niveaux similaires pour pouvoir clairement faire un jugement. Et donc, grosso modo, si on décompose un DAC, je vais rester assez didactique pour pas trop aller dans la technique, on a 3 choses. D'une part, une carte d'entrée qui permet de mettre en forme les signaux pour les envoyer sur la puce de DAC. Ensuite, la puce du DAC, en l'occurrence, les ESS ont très bonne presse, ou bien les séries PCM de chez Texas Instruments marchent aussi très bien, ou encore des Burr Brown. Et puis derrière, une fois que le signal est sorti de ce DAC, on a ce qu'on appelle un étage conversion courant-tension. C'est-à-dire qu'un DAC, en fait, ne fait que moduler des courants, et derrière, il faut une partie d'électronique qui permette de convertir ça en modulation de tension pour que ça soit ensuite amplifié par le préampli et l'amplification derrière. Donc ce qu'on a fait, c'était de proposer 2 types de comparatifs. Un comparatif où la puce de DAC, en l'occurrence un ESS 9018 K2M, était la même, et derrière, deux étages de conversion courant-tension différents. L'un qui était fait avec des amplis opérationnels, l'autre qui était fait en composants discrets. Et le deuxième setup, c'était exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait exactement le même étage de conversion courant-tension, qui en l'occurrence était un étage avec des amplis opérationnels, mais là, on faisait le changement entre les puces, pour voir exactement qu'est-ce qui influence le plus. Est-ce qu'on voit des différences entre les puces? Est-ce qu'on voit des différences
entre les étages conversion courant tension et entre le fait de changer la puce ou l'étage qui est derrière, qu'est-ce qui est le plus prédominant comme changement. Ça, c'est un petit peu l'objectif de base. Donc après, pour la mise en place, c'était un petit peu très compliqué du coup. On a vraiment, on va dire, on a galéré en fait à bien tout mettre en place et à tout, à faire en sorte que le comparatif puisse se faire de manière idéale, quoi. Mais déjà, on a eu des gros problèmes avec enfin, je crois qu'il y a un des DAC qui a pas survécu et autrement, on a eu du mal. En fait, le deck qui n'a pas survécu, en fait, était un deck où la carte de conversion courant tension qu'on avait reçue était défectueuse, c'est-à-dire qu'il y avait un des amplis qui était tout simplement renversé, et avec Thierry Valk, on l'a réparé. Il était fonctionnel, mais entre deux, l'ampli s'était quand même pris un coup sur la tête, et ce canal-là donnait du souffle. Et donc sinon, on a eu quelques petits soucis aussi pour la mise en place de la source par rapport au DAC. Donc là, c'était forcément une source type soit serveur, soit PC. Et on avait donc un prêt de source, alors je sais pas comment ça se prononce, je crois que c'est SOTM. SOTM. Voilà. Et donc on a remarqué avec Gandalf Lux que il était impossible de mettre deux de ces sources en parallèle sur le même serveur, puisque en fait elles étaient détectées aléatoirement l'une ou l'autre en fonction de si on activait ou pas la source. Donc c'était vraiment très très bizarre. Enfin pas la source, mais l'ampli, en fait, dès qu'on basculait sur un des DAC, c'est comme si le SOTM détectait que c'était lui qui entrait en jeu, et du coup il se faisait reconnaître par le serveur. C'était vraiment très très bizarre, et du coup on a fini par en mettre qu'un, puisque et du coup avoir un PC comme source autre pour pouvoir comparer. Et ensuite du coup c'était un peu la galère pour lancer deux musiques en même temps, avec également faire une mise à niveau des DAC, parce que les niveaux de sortie étaient complètement différents. Et en partie vraiment faible aussi, parce qu'il faisait que du coup, pour avoir un niveau sonore on va dire très satisfaisant, il fallait vraiment mettre l'ampli au maximum, quoi, vraiment le potard à fond, et encore même avec ça, c'était pas forcément suffisant. Ah oui, on était à fond complet sur l'ampli avec si on s'alignait sur le niveau de sortie du Legato, on était à fond sur l'ampli, quoi. Parce que le Legato sort par défaut à 1,5 V au lieu de 2 volts. Ce qui a fait que, en fait, on a un peu en temps réel ou en live modifié le projet initial de comparaison, qui devenait un petit peu compliqué à poursuivre, en plus côté pédagogique, d'explication et de démonstration et d'écoute, tout simplement, sur les DAC, plus qu'une comparaison pure qui était délicate à mettre en œuvre dans le cadre du salon. D'autant que l'ampli avait un gros temps de latence. Quand tu changeais de source, il y avait une grosse coupure entre quand tu changeais de source. Il y avait jusqu'à 3 secondes d'écart. Ouais, largement. Ouais. En parlant de l'ampli, il faudrait peut-être préciser le setup qui était utilisé. Oui, donc on avait les fameux lecteurs SOTM, SMS 100 si je dis pas de bêtises, un lecteur ou des ordinateurs, puisque on a expliqué les soucis qu'on avait eu. Ensuite on avait donc nos fameux DAC, quatre DAC différents qui étaient utilisés, et les DAC alimentaient un ampli Mania RV3 et sortaient ensuite sur des enceintes, donc soit les modèles Recital Audio de notre ami Alex dans la partie principale de la salle, ou sur deux casques dans la partie annexe pour pouvoir être écoutés au casque, évidemment. Donc on avait en fait deux possibilités d'écoute plus ou moins simultanées, parce que malheureusement le casque ouvert empêchait de faire des écoutes simultanées. Oui, avec les enceintes, effectivement. Avec les enceintes qui faisaient du bruit. Et les sons, d'ailleurs, on a aussi dû jouer avec la salle avant de trouver les bons réglages et les bonnes positions pour les enceintes, les meubles, les en chaises, tirer le meilleur, ouais. Et tirer le meilleur parti. Et bon, heureusement, on est arrivé quand même à quelque chose, je pense, d'assez intéressant au niveau du résultat. J'ai un peu pour preuve nos amis Cro et Guillaume, qui en revenant dans la salle ont dit « Tiens, vous avez changé quelque chose ?» Donc on avait probablement réussi à trouver quelque chose qui fonctionnait.
Bon, en fait, est-ce que les personnes qui sont venues ont posé un petit peu des questions techniques est-ce qu'ils ont perçu la différence Cro. Moi, j'ai présenté plusieurs fois les DAC et le principe du test à des visiteurs. J'avais pas l'impression que ça leur parlait beaucoup. On a juste eu deux gars qui ont voulu se prêter au jeu et écouter les différences, mais La plupart des gens, je trouve on qu'ils est un peu venaient, passé pour des amateurs dans le sens où il fallait synchroniser les deux PC, il fallait trouver la musique sur les deux PC, mais on n'avait pas les mêmes logiciels d'accès, et donc on savait pas forcément où les chercher. Ouais, la Enfin, mise en c'était œuvre était un peu compliquée, ouais. Et vous, en tant que DIYer, est-ce que du coup vous les avez perçus les différences? Qu'est-ce que vous en avez pensé, Guillaume? On s'est prêté au test en fait le samedi matin. On a profité qu'il y ait pas encore trop de monde et que les visiteurs du salon n'aient pas encore découvert les 4 salles complémentaires pour faire l'essai. Et la différence était assez flagrante. Après, la réalité des choses, c'était que on avait un vrai écart. Alors, je me rappelle plus déjà des deux DAC, mais on avait un vrai écart d'ampleur sur le son. Le problème qu'on avait, c'était qu'on était sur le premier setup d'enceinte. Et en fait, cette ampleur, quand on retrouvait l'ampleur, en fait, ça en devenait gênant parce que on avait des problèmes de pièces. On avait pas mal de problèmes de pièces. Mais oui, effectivement, il y avait des différences qui étaient non négligeables. On s'est prêté au jeu alors c'était pas de la BX, mais en tout cas c'était de l'aveugle. Et sur 3 morceaux, en plus complètement différents, il y en avait bien, on entendait bien les différences. Ouais. Après, c'était plus pas forcément facile à dire lequel était mieux en fait. C'était deux sonorités différentes. Il y en avait un qu'on préférait quand même, je pense. Mais après, étant donné que les niveaux de sortie n'étaient pas forcément au mieux, enfin, on a vraiment essayé de faire le mieux possible. Mais bon, du coup, ça limitait un petit peu celui qui jouait trop fort. Du coup, était peut-être pénalisé puisqu'on lui baissait le niveau numériquement. Donc après, est-ce que ça joue aussi un peu là-dessus? Ce sera à voir quoi. Justement, celui-là paraissait avoir une dynamique un peu plus tassée par rapport à l'autre. Moi, c'est ce que j'ai noté de plus flagrant entre les deux. Le SS9023 paraissait plus simplifié et plus moins dynamique, même si quand on lui a remonté son niveau pour l'écouter tout seul, hors dehors des comparaisons, j'ai eu l'impression d'avoir regagné quelque chose. Oui, d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est presque lui qu'on a utilisé le plus. C'est ça. Alors que je pense, je pense quand même que le second, c'est-à-dire celui qui était de mémoire à étage discret, était probablement mieux. Oui, et autrement, le problème de l'ampli qui était pas assez puissant. Alors, enfin, c'est bizarre pour un ampli de cette gamme-là, mais c'est vrai qu'on avait quand même Ouais, c'était quand même bizarre qu'il manque de gain au niveau du préampli pour pouvoir envoyer. Ouais, non, mais à mon avis, ça doit être clairement dû au niveau d'entrée. Hein. Même avec le. Non, c'est fort possible. Hein. C'est possible, mais néanmoins, même branché en direct, après qu'on ait revu avec Thierry, c'était mieux, mais on avait quand même l'ampli qui était à fond, quoi. Donc, il manquait quand alors même que la salle, pourtant, quand on regarde les lecteurs CD, ils envoient pas tous 2 volts, et même en envoyant 2 volts en entrée, c'était pas forcément le mieux, quoi. C'est un peu vrai, Est-ce que la limite, elle venait pas de l'entrée USB? Est-ce que le DAC, lui, il était pas alimenté faiblement? Non, il n'y a pas de souci au niveau de l'USB. L'USB, simplement, il prend le signal tel qu'il arrive et il le transmet à la puce de DAC. Il n'y a pas de gestion de volume dessus. Si tu as une gestion de volume, parce que dans ton PC, tu peux baisser le volume si tu veux. Donc il y a une notion de volume. Au niveau du PC, mais pas au niveau de l'interface. Ouais, pas au niveau d'interface, ouais. Et là, en l'occurrence, sur les PC sur lesquels on les avait branchés, à chaque fois, on était à 0 dB, un volume maximal, quoi. Tout à fait, sur les ordinateurs. Néanmoins, sur la partie casque, donc qui était alimenté dans une configuration similaire, par un ordinateur en l'occurrence, par un Mac, on n'avait pas ce problème de niveau au casque, donc aussi bien sur le RV3 que sur l'ampli de notre ami agnostique. Donc là, moi j'ai écouté un petit peu cette partie-là et j'avais pas cette impression, mais bon. Après, sur un ampli intégré, t'as de fortes chances que
enfin c'est même sûr que la sortie casque, elle est pas du tout elle est traitée à part, donc tu Oui, peux pas oui. tirer de conclusion entre une sortie HP et une sortie casque. C'est sûr. Voilà. Donc enfin, en tout cas, un exercice assez intéressant finalement. Puis bon, qui met quand même en valeur tout ce qu'il fait en DIY. Et c'est vrai que du coup, je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui ont participé à tenir le stand parce que c'était pas forcément évident avec toutes les variables qu'il y a eu, etc., etc. Mais voilà, bon, en tout cas, un exercice intéressant qu'il faudra peut-être retravailler. Et puis merci à Ludo pour le boulot qu'il a fourni Exactement. sans pouvoir le palper. On peut Ouais. clairement lui dire qu'il nous a manqué. Ouais. En fait, après, donc on avait notre stand Asso. Et là, pour le coup, c'est vrai que du coup, on était vraiment au milieu de la grande salle et on a vu quand même pas mal de monde. Alors moi, j'étais assez étonné quand même finalement que les gens qui venaient ne connaissaient pas nécessairement l'association. J'ai croisé peu de membres du forum et encore moins de membres de l'asso. Alors on a quand même croisé FRG qui est dans le staff œuvre et Benji qui est passé qui est staff jeux vidéo. Donc ça nous a fait bien plaisir de les voir. Mais c'est vrai que voilà, globalement c'était quand même assez enfin pour nous en tout cas assez étonnant. Je crois que certains ont croisé d'autres membres d'ailleurs. Il y avait Foxwell. Foxwell, il y avait, ouais. Ouais. Il y avait. Ah bah c'est des gens que j'ai pas dû voir passer effectivement sur. Oui, bon, après, est-ce qu'ils sont passés? Si, Ouais. il y avait quand même un petit peu. Après, est-ce qu'ils se sont manifestés? Ça, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui pourrait être Probablement sympa, pas. Ça, peut-être parce ouais, que probablement pas, ouais. Mais c'est vrai ce que les qui serait gens bien, peut-être une fois, c'est avoir un écran d'ordinateur face aux gens avec le faux dessus. Je pense que ça pourrait être cool. Ouais, peut-être bien. Ouais, c'est vrai que quand les gens venaient, je leur posais quand même la question de savoir s'ils connaissaient HCFR ou pas. Du coup, effectivement, bon, c'était quand même intéressant d'avoir ce rapport avec le public. Alors pour l'occasion, il y avait plusieurs animations. Nous, on diffusait les bandes annonces de films qui allaient sortir en 2015. Ça déjà, ça attirait pas mal de monde parce que les spectacles son et images, j'ai envie de dire que c'est toujours un peu aguicheur. Avec Fabi et Laric, on avait préparé un hebdo spécial pour le salon. Et en plus, ça tombait bien puisque c'était le numéro 100. Du coup, on a pas mal travaillé effectivement là-dessus et on le distribuait aux gens qui venaient sur le stand. Et on en a dû distribuer presque 200, hein, Patrice, je crois. Oui, 192 très exactement. Voilà, 192. Peu ou prou la même chose que l'année dernière. Un hebdo intéressant qui était quand même le reflet non seulement de ce qu'on faisait habituellement dans l'hebdo, mais puis qui en plus référençait ce qu'on fait de manière globale avec l'association, donc les podcasts, les visites d'installation, les tests de matériel. Donc c'était vraiment intéressant de voir un peu le retour des gens sur ça. Moi, je même que l'hebdo, il est super bien réussi. Hein. Patrice, bravo à toi d'ailleurs, Clément. Moi j'ai alors moi j'ai juste participé pour l'écrit. C'est vrai que c'est Patrice maintenant qui gère la partie mise en page et Fabi derrière qui va quand même faire un énorme travail parce qu'on s'en rend pas bien compte, mais qui va chercher les critiques, les références, etc. Ouais, mais c'est très classe. Hein. Les photos elles sont jolies. C'est un papier de qualité. C'est vraiment un beau magazine. Ouais, là on avait vraiment quelque chose de. J'ai presque failli en vendre. Hein. Il est partout. En tout cas, on a eu des questions à savoir combien ça coûtait. On a eu un peu la chance, enfin la coïncidence a fait que notre numéro 100 de l'hebdo, qui a maintenant un peu plus de 2 ans, même s'il n'y a que 52 semaines par an, enfin s'il y a 52 semaines par an, nous, l'hebdo sort à peu près toutes les semaines. On s'accorde une petite pause pendant les vacances d'été. Donc, on sortait le numéro 100, en fait, vendredi qui vient, là, donc le 14 novembre. Et il était intéressant d'anticiper. Enfin, on a décidé d'anticiper un petit peu et de faire un numéro spécial à la fois pour ce numéro 100 et le Salon du Luxembourg, le salon de Guillaume Cinéma et de la IFI, avec effectivement un florilège d'articles habituels dans l'hebdo, donc principalement autour des critiques cinéma, Blu-ray, livres et musique, en y rajoutant ce qu'on a introduit déjà depuis plusieurs semaines, visite d'installation home cinéma. On en a 4 dans ce numéro spécial là, et quelques prises en main, revues de matériel. Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire test,
qu'on a publié, qu'on avait déjà publié en fait sur le site et qu'on a repris dans ce numéro 100. Donc c'était effectivement un gros effort parce que 70 pages, ça se met pas tout seul comme ça en musique. Et puis les délais de correction, impression, mise à disposition sont tels qu'il a fallu cravacher pour avoir ça à temps pour le 7 novembre, enfin 8 novembre. Mais bon, c'était aussi un effort financier, je tiens quand même à le souligner, puisque ce numéro était certes offert à ceux qui étaient présents et à ceux aussi, là, on en a encore souhaiterait en avoir, mais nous, on nous l'a pas donné, hein, donc il a bien fallu le faire et ça fait partie aussi des choses qu'on a décidé de faire pour fêter ce numéro 100. Et cette deuxième année de l'hebdo. Donc voilà, hebdo qui va évidemment se poursuivre avec la sortie du 101 le 21 novembre et des petites, même des évolutions qui vont arriver petit à petit sur cet hebdo. Exactement. Parallèlement à ça, donc pour la présentation de l'association, bien sûr les discussions avec les potentiels membres, futurs membres qui passaient devant le stand. On avait aussi mis en place, grâce à Gandalf, une exposition de ces artbooks autour de Star Wars, et puis un stand de simulation de voitures. Alors du coup, Gandalf, je vais te laisser en parler. Alors oui, en fait, j'avais ramené une collection d'une vingtaine de livres sur le thème de Star Wars, avec effectivement, comme certaines personnes étaient intéressées, qui sont venus me poser des questions. Oui, il y a des éditions qu'on aura énormément de mal à retrouver actuellement et que moi-même j'ai eu énormément de mal à me procurer. Et je remercie d'ailleurs les différentes associations qui aiment Star Wars au Luxembourg, qui m'ont pas mal aidé dans mon projet. Donc une vingtaine de livres que les visiteurs pouvaient feuilleter librement. On est chez Richard, hein, d'un autre côté, tout est simple dans ce salon-là. C'est ce que j'aime, c'est pour ça que j'aime y venir. Tout est simple, tout est pratique. Donc voilà, les gens pouvaient venir feuilleter les storyboards, The Art of Star Wars, qui montrait toute l'évolution du film au niveau des effets spéciaux, ou des costumes, ou de la vie de certains personnages et acteurs. Et à côté de ça, ça faisait un petit moment que j'avais dans l'idée justement d'amener un petit peu de jeux vidéo au sein de ce salon, parce que j'y participe quand même depuis le premier, donc j'ai vu Richard évoluer dans le bon sens du terme, jeux vidéo arrivé. Vu que l'association a ouvert officiellement une section jeux vidéo cette année, je trouvais que c'était aussi sympa de montrer ce côté-là. Donc on a présenté un jeu qui est encore en version bêta qui s'appelle Project Cars, un simulateur automobile, sur une machine somme toute particulière, parce que j'ai pas mal de monde apparemment qui ont demandé combien ça coûte, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Alors, pour rentrer un petit peu dans la technique, c'est une machine toute bête, hein, un petit processeur Intel i7 d'ancienne génération. Alors, pour les fondus, c'est un 3770K qui n'est pas overclocké, donc qui fonctionne à sa vitesse standard. Seulement 8 Go de RAM, pas besoin de beaucoup plus. Bon, par contre, oui, une grosse carte graphique, l'une des dernières de chez Nvidia, une 980. Mais mis à part ça, pas beaucoup d'art. Niveau informatique, par contre, oui, en effet, 3 écrans, un système de gestion du mouvement de la tête, un système de vibration sous le siège, une caisse autour du siège afin de tout intégrer, les pédaliers, le volant, le PC, les enceintes, etc. Et on a eu d'ailleurs des coureurs automobiles qui sont venus nous voir et qui ont plus ou moins apprécié. Alors vu que eux connaissent le rendu d'une vraie voiture de course sur un circuit comme Spa, c'est sûr qu'on ressent pas les mêmes choses, que ce soit en termes d'accélération ou d'adhérence au niveau de la piste, mais qui nous ont prouvé qu'il était capable de faire des beaux chronos. Donc c'était assez sympathique. Je pense que ce sera à refaire si Richard nous donne la possibilité. Je donne la possibilité. On reviendra avec. Bon, la logistique est lourde, hein, faut le savoir quand même. C'est pas facile de ramener un monstre pareil sur un salon. Ça a attiré quand même beaucoup de monde. Hein. Ça faut dire que là pour le coup, puis petit comme grand, et ça c'était vraiment génial de voir des petits gamins de 9-10 ans qui ont jamais conduit de leur vie faire quelques tours, et c'était marrant parce que j'ai été étonné même de voir que certains enfants se débrouillaient même mieux que des adultes, parce qu'ils y allaient plus doucement. Enfin, ils restent sur la piste. C'était vraiment marrant. Ouais.
Et certes, amusement mis à part, la partie gaming devient une activité très connexe et liée au home cinéma de plus en plus, et à l'entertainment en général, bien sûr. On sait maintenant que le budget d'un jeu vidéo est jusqu'à 10 ou 15 fois supérieur à celui d'un film. Et des installations comme celles qui étaient montrées sur le stand ont pas grand-chose à envier à la sensation qu'on peut avoir dans un home cinéma, des enceintes, du 5.1, du son, des basses, ça bouge, des écrans. Et donc, on a clairement, et on l'a vu d'ailleurs avec le succès grandissant de la partie jeux vidéo sur le forum, clairement Ouais, une porte d'entrée sur le les cinéma. industriels diraient un vecteur de croissance. Bon, je sais pas si on peut aller jusque là, mais il y a clairement un lien. On est passé dans une génération qui n'est pas la nôtre, mais qui joue à des certes jeux, mais qui restent du grand spectacle et à n'en pas douter, pour voir moi tout le monde ici s'exciter sur la PS4 et le grand écran à la maison. Je pense qu'on a des futurs utilisateurs et probablement des futurs forumers parmi eux. Ouais. Alors peut-être Cédric, tu pourrais nous parler de ton stand Home Cinema Concept, puisque tu étais juste à côté de nous. Eh ben écoute, j'avais un stand qui représentait donc ma société Home Cinema Concept, que je tenais donc avec ma petite femme Sophie. D'ailleurs, elle t'a été bien utile, elle t'a servi de l'eau, hein. C'est vrai. Clément, je voyais que parce que le staff HCFR, ils ont pas pensé à laisser des bouteilles d'eau pour Clément, le pauvre. Ouais, j'étais en train de me dessécher. Donc oui, le but en fait c'était tout simplement d'expliquer un peu en quoi consistait le calibrage vidéo ou audio d'une salle home cinéma. Alors bon, l'aspect placement stand c'était intéressant parce qu'on m'avait mis avec les Oppo. Tout le monde croyait que c'était moi le représentant Oppo. Donc Richard ne m'en veut pas, mais j'ai essayé de présenter comme je pouvais les lecteurs qu'il y avait. Et par la suite, une vingtaine de ventes rien qu'aujourd'hui. Super. Et donc par la suite je leur disais c'est pas moi le représentant Oppo, moi je suis Home Cinema Concept et ça a permis à lancer un peu différents sujets de conversation et d'être le plus pédagogique possible pour expliquer à quoi ça servait le calibrage vidéo, etc. quoi. Ouais, tu présentais d'ailleurs ton matériel que tu utilises régulièrement, quoi. Exactement, donc j'avais mis mon PC face aux spectateurs, et j'avais le logiciel Coleman qui tournait et j'avais positionné mon spectroradiomètre pour montrer à quoi ça ressemblait parce que c'est vrai que les gens ont peu l'habitude de voir ce genre de matériel et donc j'avais un écran plat avec quelques mires d'affichés pour expliquer que c'était avec ces éléments-là que on allait mesurer un écran et puis traduire les résultats avec le logiciel et ensuite intervenir sur les différents réglages du moniteur ou du projecteur pour correspondre les performances, enfin du moins les résultats recherchés. Donc justement le but c'était d'expliquer qu'un spectroradiométre est dit référence, que les mesures sont justes, qu'il est très très précis dans les basses lumières et du coup c'est ce qui met en avant la démarche dite professionnelle par rapport à la démarche amatrice où les gens la plupart utilisent des sondes dites contact qui se posent sur l'écran. Voilà. Ouais, et encore je dis la démarche, tu peux il y a des personnes qui font de la calibration, qui ont le matériel donc qui ne savent pas vraiment s'en servir ou qui ont du mal à connaître comment fonctionne un projet. Mais en même temps, ça me plaît la démarche parce qu'ils ont quand même une démarche de vouloir améliorer ou du moins peut-être exploiter les performances du projecteur. Je pense plus que c'est dans une logique d'améliorer, mais au moins ils s'intéressent à la notion de performance. Et moi, ma philosophie, c'est tout simplement de se dire que si une personne achète du matériel très cher ou très cher, c'est souvent par rapport aux caractéristiques techniques et aux performances. Seulement, les gens, une fois qu'ils auront ramené leur matériel chez eux, ne savent pas régler et surtout optimiser pour exploiter les performances auxquelles ils ont droit finalement, puisqu'ils ont acheté du matériel très cher. Effectivement, ça attirait pas mal de monde. Oui, j'ai fait beaucoup de renseignements. Alors je le redis, pas mal pour Oppo. Richard, on me demandait si je vendais les t-shirts, j'en ai vendu quelques-uns. Non, je rigole. Non, mais du coup, c'était fait exprès. Du coup, les gens venaient te parler. Et puis après, tu peux enchaîner sur non, mais moi je fais la calibration. Exactement. C'était très bien pensé. Et, le seul petit regret que j'avais, c'est vrai que j'étais venu la veille et j'aurais voulu au moins optimiser les deux projets, le Sony et l'Epson, pour que finalement on
pour le plus les apprécier dans les meilleures conditions. Mais bon, après, c'est pas évident de tout pouvoir gérer correctement avec le temps, avec les autres intervenants, quoi. Mais bon, ça reste quand même pour moi une très belle expérience. Je remercie encore Richard de nous avoir accueillis aussi gentiment avec les bras ouverts, et surtout le cadre, le casino. Je pense que le casino a amené un surplus de personnes curieuses qui n'avaient rien à voir avec l'iFi, le home cinéma, et qui sont venus voir ce que c'était. Donc ça, c'était aussi intéressant. J'ai eu pas mal de questions par rapport à ça aussi, des personnes qu'on voyait bien qui n'étaient pas du tout du milieu du home cinéma. Donc pour moi, c'est une réussite, hein, ce salon. Après, comme dit Richard, chaque année, il faut que ça s'améliore. Donc il y aura toujours des petits points à améliorer pour toujours faire mieux. Voilà. Allez, on passe à notre partie images. Il y avait 2 produits intéressants à voir au salon. Il y avait le vidéoprojecteur Sony VPL VW300 qui avait été présenté à l'IFA, et également l'Epson EH-LS 10000 pour la première fois montré, il me semble, en Europe, qui est le premier un des premiers vidéoprojecteurs laser 4K. On va revenir là-dessus. C'est pas ça. C'est un point. C'est un point délicat de réflexion. Hein. Exactement. On va peut-être commencer par Sony. Du coup, peut-être Patrice, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement le produit ? Oui, le produit projecteur 4K qui vient seconder la gamme de Sony qui a déjà le 1100 en haut de gamme, le 500 en modèle intermédiaire maintenant, et puis ce 300 positionné de façon un petit peu plus agressive en tarif, aux alentours des 7 000 €. Public conseillé indicatif, avec quelques simplifications par rapport au 500, mais globalement un projecteur à la conception proche du 500 qui avait fait les beaux jours du home cinéma l'année dernière. Jaco, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Effectivement, le 500 on le connaît déjà. On avait identifié quelques petits problèmes de conception technologique qui sont pas vraiment des problèmes, mais plutôt des limites liées à l'optique. Ça, c'était un impératif de Sony justement pour faire un produit plus abordable. Leur stratégie sur le 300, Larry l'a bien exposé. En fait, c'est un 500 un petit peu revu à la baisse avec quelques fonctionnalités en moins, notamment tout ce qui est mémoire de zoom, donc motorisation de l'optique et l'iris. L'iris. Donc en fait, c'est quasiment la même chose en entry level. Donc pourquoi pas, le produit reste intéressant puisque je pense que la majorité des calibreurs de toute façon désactivent l'iris, sachant que les Sony ont quand même un contraste natif assez intéressant du départ, et vu que l'iris peut engendrer une perturbation du gamma, donc c'était pas superflu de le supprimer. Bon, dans l'ensemble, c'est à mon avis un produit intéressant. Oui, alors je voulais juste revenir sur l'iris. Effectivement, on le désactive, mais que quand c'est dans le mode automatique. Si par contre on a l'iris en mode manuel, c'est nous qui allons fixer l'ouverture ou la fermeture de l'iris, surtout pour atteindre la luminance adéquate à 100% de blanc. Donc on sait qu'en cinéma, c'est 14 fentes Lambert ou 48 candela au centre de l'écran. Donc là, ça a une fonctionnalité, parce que lorsque l'on a trop de puissance lumineuse, on vient juguler grâce à cet iris. Alors justement, peut-être la petite problématique avec ce 300, c'est pour les petites bases, on va dire 2,20 m par exemple de base d'écran. Ça risque d'être compliqué de juguler de façon mécanique sans iris la luminance. Voilà, donc ça c'était le petit apport par rapport au 500, enfin du moins ce qui manquerait par rapport au 500. Sous-entendu, il pourrait même être trop puissant pour les petites bases ? Alors, si on veut rester, dans les normes qui dit 14 foot Lambert, c'est-à-dire 48 candela au centre de l'écran, la problématique, c'est que si on se retrouve avec, par exemple, 22 foot Lambert au centre de l'écran, il faut penser aussi à la luminance résiduelle, c'est-à-dire à les niveaux de noir à 0% de blanc. Le noir ne sera pas noir, il sera plutôt gris. Donc, trop forte puissance lumineuse pour faire des noirs. Voilà. Globalement, on a... Les premiers retours sur le 300 avaient été assez intéressants dans le sens où ils disaient que tous les défauts, entre guillemets, au niveau optique avaient été gommés avec cette version. Vous avez pu le confirmer ou pas ? Gommer les défauts, je crois que c'est un grand mot, parce qu'on a pu, Cédric l'a constaté, on a exactement le même circuit électronique en amont qui gère justement l'image par rapport à l'optique. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a rien eu de fait. Alors, il y a eu des corrections effectuées sur le 500 ES, on a suivi un petit peu l'histoire. C'est un petit peu normal qu'on retrouve l'aboutissement technologique sur le 300. Maintenant, de là à dire qu'ils ont fait le miracle, je crois pas. Mais bon, après, nous ne sommes pas dans le secret des dieux.
Vraiment d'accord, Jeff. On peut. Enfin, il faut effectivement penser que le 500 a eu certes beaucoup de défauts de jeunesse qui ont été largement corrigés avec différentes évolutions. Évidemment, le 300 sort avec ces choses-là qui ont été d'ores et déjà prises en compte. Maintenant, globalement, on peut quand même dire que c'est peu ou prou la même machine avec quelques fonctionnalités en moins. Donc, on peut douter qu'il puisse faire mieux qu'un 500. Oui, ce que je voulais dire, c'est tout simplement qu'il a profité, ce 300, des défauts de jeunesse du 500 pour finalement être corrigé, sachant que c'est tout simplement un 500 avec une partie mécanique en moins au niveau de l'iris et puis des fonctionnalités en moins. Donc finalement, c'est un 500 amélioré au cours de l'année précédente, quoi. Avec la même optique, d'après vous ? Tout à fait la même optique. Oui. Ouais. Il y a tout, sauf, comme on l'a dit, l'iris qui permet de juguler la luminance et puis sans doute certaines options. J'ai pas eu le temps de me balader dans toutes les options, dans les menus, mais bon, c'est kiff, hein, c'est le même. Hein. Ça ressemblait vraiment à la même chose. Globalement, DJ, la remarque, c'est que si problème optique il y avait ou il y a toujours sur le 500, il n'y a aucune raison qu'il n'y soit pas sur le 300. Ok. On va peut-être passer à la mise en œuvre sur le salon. Donc c'était dans une salle relativement obscure, hein. On va dire qu'elle était quand même très obscure même, avec des grands rideaux noirs. Sur un écran très correct. 330 de base, oui, c'était correct. Ouais, voilà, tout à fait. Forcément, le temps étant compté, il n'y a pas eu nécessairement une calibration poussée de l'appareil. Il y a eu quand même, au niveau de la luminosité du contraste, hein, au moins pour s'assurer qu'on ne bouge pas les noirs et que les blancs ne soient pas brûlés, ça a été au moins fait. Et je me suis permis également de corriger un petit défaut, on va dire gros défaut qu'il y a eu sur le modèle précédent, le 500. Vous savez, la fameuse mire 1 pixel qui ne passait pas, qui faisait des tâches, des défauts de chrominance de partout. Bon, là, il a fallu rentrer dans le menu usine. Hein, donc, il y avait Richard qui était là pour faire le code sur la télécommande. Et on a réussi à trouver donc cette option qu'il fallait désactiver afin d'éviter toutes ces erreurs chromatiques sur la mire 1 pixel. Ce qui prouve d'ailleurs sa forte similitude avec le 500. Exactement. Alors, effectivement, il n'était pas forcément calibré aux petits oignons parce que le temps l'a pas permis, les installations et les contraintes d'un salon sur une journée sont telles que c'est vraiment compliqué. Mais bon, néanmoins, il était globalement pas trop mal mis en œuvre. La salle était effectivement assez grande. Enfin, l'écran, était assez grand. La salle était bien obscurcie, donc on a pu voir quand même des choses intéressantes et choses sympathiques. On a aussi pu, pendant toute une partie de l'après-midi, voir les superbes démos 4K de Sony, mais qui n'apportent pas grand-chose au jugé de l'appareil. Par contre, après, on a pu pas mal jouer avec ce projecteur en lui envoyant des sources classiques HD, films, vidéos et autres pour voir un petit peu ce que ça donnait sur des sources qu'on connaissait bien et qu'on maîtrisait bien. Et là, c'était vraiment intéressant parce qu'on a pu au moins juger avec des choses pour lesquelles on avait des attentes. Pour le coup, moi, j'étais quand même très impressionné sur l'atténuation du bruit. Notre source, c'était un PC HC, donc on va dire que du coup, techniquement... c'est on va dire un petit peu ce qui se fait de mieux, quoi. Donc en lui envoyant une définition 4K, c'était assez impressionnant de voir sur des extraits comme par exemple Indiana Jones 3, le frame est quand même relativement bruité, de voir quand même ce bruit assez atténué, sans ajout d'artefacts ou de choses comme ça, quoi. C'était vraiment assez impressionnant. Oui, visuellement, subjectivement, c'est impressionnant, mais comme tu l'as dit, il y a eu un PC en source, et ou bien FFD Show ou autre, je pense qu'il y a eu pas mal de filtres vidéo actifs, ce qui a purement nettoyé l'image. Pas tout à fait, c'est-à-dire qu'un petit peu plus tard, on a pu, alors je sais pas si tu étais encore là, Cédric. Moi, j'étais là au moment où il trafiquait justement avec FFD Show, c'est pour ça que... Voilà, d'accord. Donc, parce qu'après, moi, j'ai voulu aller un tout petit peu plus loin et je lui ai demandé de désactiver tous les filtres et autres traitements qui pouvaient être faits au niveau du PC. Et je rejoins Clément sur ce qu'il disait. On a revu l'extrait, notamment celui-là, avec un traitement, on va dire, minimal au niveau de la source, et effectivement, le projecteur s'en sortait très bien. Du coup, ça soulève un autre problème. On ne sait jamais, aujourd'hui, dans un vidéoprojecteur, si l'électronique n'applique pas un traitement de manière quasi automatique, notamment sur cette gamme de projecteurs Sony, puisqu'on a vu que au niveau des mires de 1 pixel, il y avait déjà un traitement
qui s'opérait automatiquement pour réadapter la structure de l'image à l'optique qui est une optique hybride vers plastique. Et alors c'est un petit peu ennuyeux dans un sens où on ne sait pas si on n'a pas une altération de l'image qui se fait sans qu'on ait la main dessus. Mais bon, ça c'est pas une particularité de Sony. Hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu ennuyeux. C'est le cas de quasiment tous les vidéoprojecteurs numériques du marché. Hein. Il y aurait qu'un Tritube qui permettrait de juger la source sans qu'il y ait aucune altération de filtre, quel qu'il soit en fait. Et je complète avec ce que tu dis, Jeff. Il suffisait juste de se rappeler du JVC X30 hein, qui même avec les améliorations de netteté ainsi que le sharpness mis sur 0 qui générait beaucoup de bruit vidéo comme si on avait trop forcé sur ces améliorations. Voilà. Donc d'un vidéoprojecteur à l'autre, on ne sait pas ce qui est appliqué comme tu dis. Tout à fait. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Il y a plus de vrai pass-through vidéo. Il n'y a plus d'entrée 1-1. On est tributaire de l'intégration de l'électronique fait par les fabricants. Et on ne sait jamais comment c'est fait. Tout à fait, et c'est d'autant plus dommage, ou en tout cas gênant, sur des projecteurs 4K, puisque le Sony, pour l'instant, c'est le seul 4K disponible, la gamme Sony, parce que là, du coup, entre les traitements probables internes au projecteur sur l'image, même si on désactive tout ce qu'on peut désactiver, et les possibles, enfin, je dirais même probables limitations de l'optique, font que on peut quand même rester un petit peu frustré ou en tout cas interrogatif sur le rendu final parce que bon certes c'est très bien avec des sources adaptées mais on a quand même un petit arrière-goût de dire c'est pas encore tout à fait ça quoi. C'est clair. Voilà. Et ça c'est un petit peu dommage pour ces projecteurs 4K qui sont quand même dans la gamme 7, 10, voire bien plus pour 22 le 000, 1100. 22 000 pour le 1100. C'est vrai que c'est des produits qui sont pas donnés. Et aujourd'hui, on est confronté au problème de l'optique, hein, qui est un problème physique, hein, parce que c'est la transparence du verre. Et on sait qu'une optique performante, ça coûte cher, c'est gros, c'est volumineux, c'est lourd. On l'a vu dans le 1000 et le 1100. Quand on compare ce qui peut se faire chez ISCO par exemple, on voit la tarification des ISCO qui permettent de faire passer une résolution 4K. C'est des prix qui sont hallucinants. Et on parle d'une simple lentille anamorphique. Oui. On revient à la correction sans doute électronique. Je pense que les constructeurs sont quand même conscients de la limitation de l'optique et vont compenser de façon systématique par l'électronique pour améliorer visuellement l'image. Ouais. Tout à fait. Bon, ceci dit, on peut quand même dire que là on est quand même très négatif, enfin du moins réaliste, interrogatif. On peut quand même souligner que le résultat à l'écran était de c'est très bon, très bonne facture, c'est très bon, et qu'on avait quand même de très belles images, a fortiori en 4K. Bon, sur du DVD, du Blu-ray 1080 en upscale, que ce soit par le Reality Creation, c'est ça, je crois que c'est le nom du procédé Sony, ou même par le PC quand il a envoyé lui-même en 4096, le résultat était quand même de très bonne facture. Bon, nous on s'est amusé à le désactiver au tout début quand on est arrivé, le Reality Creation. L'image elle est propre. Pour moi, le Sony il est piqué visuellement parce que ça reste quand même de la 4K. Maintenant, en termes de MTF ou tout simplement en acutance, il y a la limitation de l'optique, mais à une distance de visionnage normale, on va dire, ce n'est pas choquant à l'œil. L'image, elle est très douce, elle est très nette, elle est très propre. Pour moi, ce qui valorise un peu ce vidéoprojecteur, l'air de rien, c'est tout simplement l'impression d'avoir une image nettoyée, propre, voilà, sans forcément d'artifice qui saute aux yeux. Jaco, tu veux rajouter quelque chose peut-être sur ça ? Non, je pense qu'on a fait le tour de ce vidéoprojecteur. Bon, peut-être essayer d'évaluer son positionnement tarifaire par rapport à la concurrence, mais même comme ça, c'est assez difficile d'en discuter parce que il y a pas vraiment de produits similaires, étant donné que toute la concurrence ne propose que des solutions intermédiaires de simulation 4K à partir de matrices 1080p classiques. Donc c'est vrai que là, Sony a une carte à jouer. Ce nouveau venu est assez intéressant parce que il permet de proposer la 4K en vidéoprojection avec un produit un petit peu plus abordable, même si ça reste quand même cher.
Alors c'est prometteur. Moi je suis assez content de l'initiative et surtout j'espère que il va y avoir du suivi parce que pour l'instant l'offre nous permet pas de choisir énormément de produits. Mais bon, c'est que les débuts et bon j'espère que le CES nous réserve de bonnes surprises. Bon, les années à venir, c'est probable, mais dans l'immédiat, ça paraît quand même un peu compromis. Enfin, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Je voulais juste rajouter une petite chose, un petit ressenti. Bon, c'est purement subjectif. C'était sur l'extrait de Gladiator dans les bois au début du film. Moi, ce qui m'a quand même beaucoup plu, c'était la profondeur de champ sans forcément avoir fait une calibration du vidéoprojecteur. J'ai trouvé que des réglages d'usine, ça donnait une très très belle image, toujours subjectivement. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire comprendre à nos interlocuteurs qui géraient ces projecteurs, c'est que, bon, évidemment, sur une image 4K, forcément, le rendu va être adapté. Ce sont des extraits courts d'images relativement statiques qui montrent les performances du produit, mais les gens vont l'utiliser avec du Blu-ray 2K pendant encore de nombreux mois, voire années. Et c'est quand même intéressant de voir ce que ça va donner avec des vrais films tels qu'ils vont pouvoir les utiliser. Et je pense qu'ils ont quand même finalement compris, quoi. D'autant que le projecteur, comme le dit Cédric, s'en sort très bien. Ben écoutez, on va passer peut-être à l'Epson, donc le HLS 10000, qui était présenté dans à peu près la même configuration que le Sony finalement. Malheureusement, sur une très petite base de 2,30 m à peine. Mais bon, oui, globalement, les conditions étaient les mêmes. Là, on part sur un vidéoprojecteur avec éclairage laser, et il faudrait voir de quelle manière se comporte la technologie en modulant le zoom, la distance de projection par rapport à un éclairage classique, parce qu'on doit pas travailler sur les mêmes gammes lumineuses. Bon, c'est un petit peu dommage aussi qu'on n'ait pas pu faire de mesures, mais je ne sais pas si avec un projet au laser, on n'a pas la possibilité d'avoir quelque chose de plus équilibré. Bon, maintenant. En sensation, il me paraissait quand même un peu moins, même beaucoup moins lumineux que le Sony. Oh, c'est difficile à dire, mais peut-être. Oui, ouais. Peut-être. C'est difficile parce que justement, même si les deux pièces étaient très proches et très similaires, c'était pas le même écran, c'était pas la même base. Ouais. Mais même l'autre sur 3,30 m, là on dit qu'il faisait dans les 2,20-30 m, c'est ça, ouais, celui de l'Epson. Ça m'a pas spécialement choqué, alors que l'autre était plus impressionnant en termes de luminance sur le Sony. Oui, c'est vrai, notamment. Bon, en même temps, faut remettre les choses à leur place. Ce n'était que le prototype, c'était pas le produit fini, donc à voir après comment va être le produit fini. Là, je pense qu'il y a peut-être débat quand même. Ouais. Oui. Donc l'Epson 10000, ça sera plus simple que de citer toutes les lettres autour. De toute façon, il est vite reconnaissable puisque c'est un tout nouveau projecteur qui a été annoncé, enfin même pas annoncé, qui a été, on va dire, vaguement annoncé à l'IFA au mois de septembre. Enfin, en fait, il a été annoncé, mais il fallait pas en parler parce que c'était un secret. Et a donc été présenté au CEDIA, si je dis pas de bêtises, 1 ou 2 semaines après. Et il sera disponible dans quelques mois, donc 3 mois pour ils annoncent printemps. Ouais. Ouais, donc un petit peu plus même peut-être. Ça peut encore changer. Ouais, bien sûr. Et effectivement, il était présenté là au salon Cinemotion dans une des toutes premières sorties de ce projecteur-là. Et moi justement, j'ai été un petit peu surpris parce que ça ressemblait pas du tout à un proto. Enfin, du moins, il a l'air très bien fini. J'ai même pu voir l'emballage en fait du projecteur. Il se trouve. Qui me semblait être un emballage prêt à aller sur des étagères, pas du tout un emballage prototype ou plus ou moins prototype, avec une dock, avec les cellophanes, etc. Enfin, pour moi, attention, je suis pas en train de dire que c'est un produit fini, je n'en sais rien, mais j'ai quand même l'impression que tous les choix techniques et toutes les options ont été définies et il y aura certainement des ajustements firmware pour aller vers une version finale, mais j'ai quand même l'impression qu'on a vu une version quasi finie ou une pré-série très très avancée. D'ailleurs, les menus étaient très complets et bon, on n'avait pas vraiment eu l'impression qu'il y ait de manque particulier. C'est vrai que le produit avait l'air d'être prêt à aller sur les étalages. Après, ils peuvent très bien avoir terminé le packaging, même si le produit n'est pas fini, donc ça ne va pas dire grand-chose non plus. C'est vrai. Mais bon, pour avoir vu par exemple l'année dernière les JVC Proto au salon à Paris, il n'y a pas photo, c'était des vrais protos, c'est-à-dire que les caisses n'étaient pas définitives, il n'y avait pas aucune étiquette, il n'y avait pas les sigles CE, enfin bon, il n'y avait même pas d'optique. Non, oui. Non, il y avait une optique, mais les menus se pilotaient avec un PC. On n'est pas du tout dans le genre proto.
D'ailleurs, je pense que le fait qu'on ait pu largement jouer avec indique aussi qu'on dépasse le cadre du prototype. On est sur un produit quasi fini. On était quand même en nombre, hein. On était en nombre, hein. Il n'avait pas trop le choix de nous laisser peut-être jouer avec. On lui a fait peur, oui. Pour présenter ce 10 000, annonce par Epson à l'IFA, présentation au CEDIA. C'est un projecteur qu'ils appellent 4K, mais qui est en fait un pseudo 4K, avec un procédé de vobulation, c'est-à-dire une matrice de K, enfin 1080p, qui est capable de faire un traitement particulier sur l'image pour générer un pseudo 4K avec un décalage de pixels très proche du procédé e-shift de JVC. Ouais. Et aussi de Panasonic. Ils nous ont eux aussi montré un projecteur du même type au CES l'année dernière, enfin cette année. La principale nouveauté, c'était l'arrivée d'une source laser, source lumineuse laser, qui était quand même à remarquer. Là aussi, on avait pu la voir sur un Panasonic au CES en janvier, mais sur ce coup-ci réel prototype. D'ailleurs, le produit n'a même pas été annoncé encore. Là, on est sur un produit dont la date de commercialisation est annoncée et qui était totalement opérationnel. Donc effectivement, c'était quand même une belle nouveauté à voir et c'est bien qu'on ait pu jouer avec. Du coup, un peu dans les mêmes conditions que le Sony, vous avez pu y brancher un PC dessus. D'ailleurs, c'était le même PC puisqu'on a pu. Enfin, son propriétaire l'a transporté d'une salle à l'autre. D'ailleurs, le représentant Epson ne savait même pas qu'on pouvait lui faire injecter du 4K. Lui disait que ça ne marcherait pas et en fait, il le prenait. Exact. C'est exactement la première question. Pas. C'est possible. Bon, il y a des chances qu'il n'était pas au fait des fonctionnalités du produit. C'est la première question que j'ai posée parce que aujourd'hui, sortir un vidéoprojecteur avec ou sans vobulation, mais qui a vocation à se positionner sur l'écosystème 4K, qui est pas capable de prendre du 4K en entrée, ça a aucun sens. Ça aurait été l'année dernière, j'aurais dit encore à la rigueur, bon pourquoi pas. On crée une impression 4K par un procédé X. Si on n'est pas capable de rentrer en 4K dedans, vu que rien n'est disponible, c'est pas ennuyeux outre mesure. Mais aujourd'hui, vu que la concurrence propose des solutions, notamment chez JVC, tous les JVC qui font de la vobulation, à l'instar de l'Epson, prennent du 4K en entrée. Si Epson avait fait un produit qui n'était pas capable de prendre du 4K en entrée, là, ça aurait été, pour moi, ça aurait été plus qu'une erreur stratégique. Surtout quand on connaît le prix prévisionnel du produit. Il ne sera pas donné. Voilà, exactement. C'était la deuxième chose qui était un petit peu étrange avec Epson, ou avec une certaine confusion, probablement pas entretenue, mais des prix entre ce modèle-là et son petit frère qui est exactement le même, mais sans procédé de vobulation. Donc je crois la référence est 9200, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, peu importe, c'est son petit frère. Et qui est sensiblement moins cher. Il y a 2000 euros de moins apparemment. Ouais, 2000 euros de moins, puisque là on est sur un projecteur qui est à 8990 euros au prix public estimé. Donc ça fait quand même un prix relativement élevé. On est 2000 euros au-dessus du Sony 300 dont on vient de parler, et on est à peine 1000 euros en dessous du 500, son grand frère, enfin son moyen frère. Donc positionnement tarifaire un petit peu difficile, et on n'est pas sur un vrai 4K, hein, on est sur de la vobulation. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu la déception. Alors c'est vrai qu'on a la grande nouveauté, et on y reviendra, du laser, qui est intéressante, mais on reste un petit peu sur notre fin de ne pas avoir un vrai projecteur 4K. Et si je peux pousser un petit peu plus loin, les premières rumeurs ou bruits qu'on entend pour JVC l'année prochaine, enfin cette année, ou du moins, oui, l'année prochaine, sera dans le même cas, c'est-à-dire toujours sur des procédeurs pseudo 4K et toujours pas de vrai 4K natif. Donc on reste un petit peu sur notre fin avec cet Epson. D'un autre côté, quand on a affiché le menu PC, donc le menu Windows en 4K natif, le rendu était pas trop mal. Exactement. Comparé au JVC où on n'arrivait pas, c'est quasiment impossible de lire les textes des
l'intitulé des différents fichiers ou des raccourcis, on devine ce qu'il y a décrit, mais on n'arrive pas à distinguer vraiment les lettres. Là, par contre, sur l'Epson, moi j'ai été épaté parce que on peut lire. Ça marche. Oui, tout à fait. Alors, top, mais ça marche. juste une petite précision, il y a quand même, j'ai dû refaire le focus sur justement quand on est rentré en 4K. J'aurais bien voulu savoir parce que comme c'est un système un peu mécanique, un système de e-shift un peu pseudo JVC, de savoir est-ce que ça bouge une partie mécanique qui pourrait faire légèrement défocuser, ce qui veut dire que si on fait le focus en 1080 et qu'après on active une résolution e-shift avec en plus une entrée 4K, ça pourrait légèrement jouer sur le focus, comme l'histoire du zoom mémoire qu'il y a sur les JVC, et on sait qu'à chaque fois ça travaille un petit peu sur l'optique et ça fait une dérive légère sur le focus. Normalement, bon, c'est difficile à savoir, mais si c'est un système qui s'apparente à celui de ces JVC, il y a de toute manière un composant optique qui reste dans le chemin de lumière, donc en fait qui fait l'opération de repositionner les trames complémentaires pour simuler le 4K. Cet élément optique, il est en permanence dans le chemin et il est jamais véritablement désactivé. Mais l'expérience est à faire. Sur un JVC X500, par exemple, il n'y a pas vraiment d'incidence avec ou sans e-shift. En tout cas, au niveau du focus. Ce qui va changer, c'est la netteté perçue, parce qu'avec e-shift, il y a un léger effet de flou, parce qu'on décale en fait deux trames. On perd un petit peu en piqué, en précision de l'image. Exactement. Et là, ce qui était un petit peu dommage sur l'Epson, c'est qu'on n'avait pas les particularités techniques, donc on ne sait pas quel procédé est utilisé pour passer de cette image 4K, puisqu'on lui a envoyé du 4K, on est bien d'accord, depuis la source, notre PC, notre ordinateur, dirais-je, on lui a envoyé donc du 4K et ensuite lui il fait un traitement particulier puisqu'il y a une matrice 1080 pour afficher le résultat. Voilà. Et là, malheureusement, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Côté JVC, on sait à peu près, mais côté JVC, c'est très clair en fait. Ils le disent, ils l'expliquent. Bon, normalement, quand on rentre une source vidéo de n'importe quelle résolution, le système eShift fait d'abord un scaling en 4K en fait en UHD. À partir de là, il en détermine deux trames logiques qui superposées arriveraient à simuler la trame d'origine UHD. Et il y a donc un downscale qui s'opère en 1080p pour pouvoir nourrir les matrices en natif. À mon avis, chez Epson, ça doit être à peu près le même système, le même ordre d'idée. Oui, c'est probable. Néanmoins, on le sait pas. Et, et c'est vrai, comme tu le disais, que le fait que le bureau soit de très bonne qualité, parfaitement lisible, et effectivement, ça nous a assez surpris. Bon, on laisse penser qu'il y a quelque chose. Et alors, je doute que ça puisse être le laser. Je vois pas. Peut-être, si c'est une lumière moins diffuse qui part un peu moins dans tous les sens. C'est possible. Je sais pas. Là, franchement, je suis en parfait inconnu. Ou alors un moteur de vobulation, puisque c'est en fait un processeur optique qui serait plus net, qui serait plus abouti, plus précis que chez JVC. Oui, voilà. Tout à fait. Mais bon. Après, un point que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'uniformité de ce projecteur. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que sur le 300 Sony que nous avions, qui certes n'avait pu être calibré, mais enfin là, c'est pas vraiment du domaine de la calibration. On avait quand même des petites nuances d'uniformité qui n'étaient pas. Enfin, il y avait des petites nuances avec typiquement et en exagérant une image qui est plutôt rosée d'un côté et plutôt verte de l'autre. Et là, on avait. Enfin, en tout cas, on n'a pas remarqué de problème d'uniformité majeur. Voire pas du tout. Je vais juste compléter et rebondir sur ce que tu dis, Patrice. Cette histoire d'uniformité, ce problème, du moins, c'est accentué à partir du moment où on a désactivé l'espèce de fonction qui, je rappelle, sur la mire 1 pixel, faisait des aberrations chromatiques de partout. Donc, à un moment donné, c'était soit on avait les aberrations sur les hautes fréquences, mais par contre l'uniformité était très correcte. Par contre, dès qu'on a désactivé cette fonction pour que le 300 puisse afficher correctement la mire 1 pixel, là par contre les aberrations, elles étaient plus au niveau de l'uniformité. Oui, c'est vrai. Donc un contrôle, je sais plus exactement le nom que ça portait, mais apparemment c'était une histoire d'alignement de panneaux. Voilà. Alors après de savoir la technicité ou quel est le mécanisme employé, là je peux pas vous dire. Alors là je pense qu'il y a les deux. Il y a à la fois le panneau. Bon, la convergence n'était pas parfaite sur l'Epson, mais elle était quand même très bonne. Pour moi, même probablement un poil devant le Sony, mais encore une fois, on peut pas vraiment comparer. On n'a pas fait de réglage.
Oui, d'une Exactement. part, et puis surtout, on est sur du 4K d'un côté, natif, de l'autre, on est sur du wobulé. Bon, c'est un petit peu difficile de comparer, mais probablement que la lampe laser permet de mieux gérer l'illumination des panneaux, une convergence plutôt bien maîtrisée. Bon, et concernant l'apport du laser, alors qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas Non. pu On va parler en mesurer, durée de vie. Hein. Là, c'est annoncé ouais. pour le mode bas à 30 000 heures pour Ouais, c'est la énorme. fonction basse. Donc, ce qui est énorme. Donc, c'est sûr que les gens qui ont l'habitude de changer leur lampe tous les 1005 ou 2000 heures, bon, bah là, ils se disent, je l'achète le projecteur, j'aurai pas à changer de lampe lorsque je vais le vendre. Voilà. Donc, ça, Alors, c'est un plus. Maintenant, il y a ça, aussi il y a une chose. il y a éventuellement l'uniformité aussi. Oui, c'est possible. Bah, après, pareil, on va rentrer quelle va être uniformité à cause des matrices en elles-mêmes. Hein. On parle pas d'optique ni voilà, on est toujours confronté. Bon, c'est pas du DLP, donc il y aura forcément une uniformité qui sera pas parfaite. Hein. Maintenant, je voulais juste rebondir sur l'histoire du 4K. On est quand même dans une période de transition, et c'est vrai que le choix il est pas évident. Hein. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il vaut mieux acheter un Sony 4K ou éventuellement un Epson qui simule la 4K? Donc, je dirais dans l'authenticité, il vaudra mieux partir sur un vrai 4K en matrice, mais en même temps, il n'y a aucun support 4K pour comment dire le consumer. Donc finalement, c'est un peu la période bancale, transitoire, qu'est-ce qu'on Il y prend a le les mieux PC. Et il y a les PC, il y a des, je veux dire, il y a des joueurs. Aujourd'hui, vidéoprojecteur est pas réservé à la vidéo. Il y a pas mal tout à fait, de j'en joueurs. remarque. Et c'est vrai que, enfin, moi, j'ai rencontré quelqu'un du forum là qui vit en Belgique qui était en train de se faire une gigantesque salle de cinéma dans son grenier. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est ah là là, qu'est-ce que j'ai hâte que ça marche pour que je puisse jouer à Counter-Strike. Ah, là, c'était mon défaut de raisonner que en termes de cinéma, home cinéma, et j'ai pas pensé aux gamers. Non mais sérieux, vous voyez un intérêt à jouer en 4K à la place du 1080p? Ah oui, quand même. Ouais. Oui, à 10 quand 000 même. reprises. Oui, oui, oui et oui. Bien sûr. Bien sûr. À perdre du FPS Rappelle-toi, aussi, non Luigi, la démo chez Panasonic au CES du 4K 60 Hz avec le jeu de bagnole. Là. C'était Oui. quand même un poil à tomber par terre quand même. Oui, mais dans le feu de l'action, tu le vois quand tu regardes comme ça, quand t'es sur le côté, mais quand t'es dans le feu de l'action et concentré sur ton gaming, je suis désolé, mais les aspects techniques, tu les as Non, mais c'est sûr. Là, mais enfin, alors là, quand même, on rentre dans un l'autre, débat avec. Ouh là là. Oh, c'est l'autre, subjectif. déjà. Alors, Zine. moi Non, je bien propose sûr qu'on que tu invite les as. DJ au prochain podcast jeux vidéo avec sa Wii, Voilà. et puis tu laisses les vrais gamers gamer. Enfin, en tout cas, pour en revenir à nos deux vidéoprojecteurs, c'est quand même toujours un peu compliqué de comparer parce que la mise en œuvre est hyper importante. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Cédric. C'est toujours pareil, on peut dévaloriser un projecteur sans aucun réglage et en mettre un autre avec un super réglage, une super calibration et l'image sera époustouflante et surtout avec une très bonne source. Hein. Donc c'est un peu compliqué hein, de donner un avis vraiment purement objectif dans ce genre de salon. Donc c'est plutôt un premier contact hein, avec les projecteurs, Bien d'avoir sûr. un premier ressenti et avec les modes propres du projecteur hein, en sortie de carton. Voilà, on va activer tel mode et puis voyons voir le première Je suis sensation d'accord. que l'on a. On peut quand même noter sur l'Epson, on avait un petit peu de frustration quand même parce que justement les traitements et la souplesse, en tout cas au niveau de la configuration, semblaient ne pas être là. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop le choix en tout cas, on n'a pas la richesse des possibilités et les possibilités qu'on a sur le Sony ou sur les JVC qu'on connaît au niveau de la possibilité d'activer ou désactiver tel ou tel traitement. Donc, bon, il y a quand même des questions qui se posent là-dessus. Ouais, tout à fait. Pour moi, clairement, même si la lampe laser est intéressante, parce qu'on l'a pas souligné, mais c'est intéressant aussi au niveau bruit et chauffe. Vous connaissez la puissance de la diode? Le projecteur était quand même très silencieux et alors, je peux vous le donner, hein, c'est 41,9 milliwatts. Ouais. Donc je sais pas si vous connaissez les pointeurs laser, là si vous regardez des vidéos sur YouTube, entre 25 et 50 milliwatts, déjà les gars ils arrivent à péter des ballons de baudruche. Bon, je pense pas que ça soit le but du vidéoprojecteur, mais bon, ça peut déjà donner une première indication et c'est pas mal. Hein. Normalement, les règles européennes au niveau des lasers, des pointeurs laser, c'est inférieur à 5 milliwatts. Hein. Sinon, normalement, c'est interdit à la commercialisation. Ouais. Après, voilà. Donc effectivement, là, le procédé laser avait au moins cet intérêt-là, puisque a priori, la chauffe et donc le bruit, puisque l'un va avec l'autre, puisqu'il faut bien évacuer cette chaleur générée, donc avec de la ventilation et donc du bruit, était quand même, pas absente, mais était très réduite sur
cet Epson. Et c'est vrai que là, il y avait un point quand même très intéressant, a priori lié au laser. Et ça, c'était pas mal. Vraiment, mon sentiment, c'est vraiment pas mal pour un premier jet, mais j'achèterai pas. Pas à ce prix-là, en tout cas. Disons que la réflexion aurait été tout autre si c'était des matrices 4K. Comme c'est pas du 4K, il aurait fallu qu'il soit aligné sur le prix du 300 ES. D'ailleurs, je ne comprends pas le prix, d'ailleurs. Le prix me semble pas bien placé. Non, il est mal placé, très mal placé. Et le prix devrait être de 6 990 comme le 300 ES. D'un autre côté, légèrement inférieur dû au fait que c'est pas de la 4K. Bon, il est maintenant mis sur le laser, mais qu'est-ce que vont privilégier le consumer, le 4K réel ou finalement le laser sur ça reste un produit d'exception. Hein. C'est un produit très haut de gamme. Il est toujours moins cher qu'un X900. Je me demande si leur positionnement tarifaire se base pas aussi sur ce que fait la concurrence. Maintenant, si c'est ce qu'ils ont fait, s'indexer sur le X900, à mon avis, c'était pas une bonne stratégie. Alors, ce que je vous propose pour conclure ce podcast, c'est de faire un tour de table des choses qui nous ont marqué sur le salon. Je vais peut-être commencer par toi, Jaco. Alors toi, outre la vidéoprojection, qu'est-ce qui t'a marqué ? Alors moi malheureusement, comme j'étais là pour essayer de faire une couverture globale et que j'ai très mal géré mon temps comme l'année dernière, j'ai pas eu le temps de faire de véritable écoute et de profiter véritablement du salon. Par contre, il y a quand même une interview qui m'a intéressé, c'est celle de Bruno Roux, donc la personne qui représentait BC Acoustique, qui était là surtout pour l'aspect technique des produits, hein, puisque il est derrière la conception, de mettre en avant une philosophie de produits hi-fi abordables, fabriqués, certes en dehors de l'Hexagone, mais toujours sous une marque française. J'ai trouvé que la démarche était plus qu'intéressante parce que c'est un petit peu à l'instar d'Atoll, ça permet de proposer des alternatives aux marques nippones qui sont source des gammes de produits comme ça, des produits de supermarché. Et il m'a soufflé quelques projets qui devraient se faire dans les mois à venir. Et c'est très très prometteur et ça tend vraiment vers une démarche de proposer des produits super qualitatifs, très performants, avec une conception haut de gamme dans l'architecture, mais toujours avec des prix très attractifs, donc de permettre d'emmener la hi-fi chez Monsieur Tout le Monde. Et j'ai trouvé que de surcroît, en cette période difficile de crise, c'était une démarche très très intéressante au-delà de l'aspect marketing commercial. Après, le salon m'a plu un peu plus que l'année dernière dans le sens où il y avait davantage de marques françaises qui étaient présentées. Là, j'ai trouvé que c'était très sympa de les voir et représenter avec pas qu'avec des revendeurs, avec les gens qui travaillent sur les produits. Et notamment des marques pas trop connues, hein. Sur le stand de HCFR, on avait Recital qui était là, une autre personne qui lance sa gamme de câbles avec un ampli. Tout ça sont des gens qui sont passionnés, qui sont ambitieux parce que aujourd'hui attaquer le marché de l'hi-fi c'est pas quelque chose de simple. Alors un truc qui m'a marqué en particulier, finalement non, mais beaucoup de rencontres, en fait beaucoup de contacts qui m'ont très intéressé et des gens qui ont apporté une vraie valeur ajoutée à l'événement du salon. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier d'être venus et d'avoir été si accueillants et si généreux dans le partage de leurs informations. Ok, merci bien pour ce tour. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de voir du contenu sur HD Fever à ce propos-là. Oui, alors faudra pas être pressé parce que ça prend du temps à mettre en place, mais c'est prévu. Effectivement, je dois faire un compte rendu global, parler de tout ça, et j'espère que l'article vous plaira. Cédric, toi, est-ce que tu as vu des choses qui t'ont marqué, outre les vidéoprojecteurs, outre les Oppo? J'ai bien aimé justement le simulateur de voiture de course, ça c'était bien rigolo, mais après j'avoue que j'ai pas eu le temps de voir les stands. J'ai entreaperçu des enceintes qui étaient très très bien faites, hein. C'est quelque part parfois des œuvres d'art, hein. Mais sinon non, comme je dirais avec Jeff, c'est surtout des rencontres, de mettre des visages sur des pseudos, la gentillesse de Richard et de l'accueil de tout, c'est toute l'ambiance qui m'a plu, hein. Après, moi si il faut refaire, l'année prochaine je serai là. Eh bien écoute, je pense que le message est passé. Alors peut-être... Le message est passé. Et toi Sophie, alors qu'est-ce que tu as pensé de ce salon ? Je m'attendais pas à aussi
aussi grand, aussi pro en fait. J'avais vu quelques photos, mais je pensais pas que c'était aussi bien. Et bon, j'ai pas fait le tour de tous les salons, mais vraiment sympa. C'est sûr, il y a 2-3 petites choses à régler, mais c'est ça les salons. Hein. De toute façon, il y a toujours à améliorer. Et... Non, beaucoup de surprises, vraiment des gens sympas. C'était très convivial. J'ai apprécié, sans regret. Ouais. On va demander peut-être l'avis à Cro, qui a fait déjà un récapitulatif sur son site justdiyit.com. Moi, ce qui m'a marqué, comme les deux autres, j'allais dire, ce sont les rencontres avec les gens. C'est même un peu frustrant parce qu'il y a des gens qu'on aurait aimé rencontrer, un peu comme Richard par exemple, que j'ai pas eu le temps de croiser, ou d'autres personnes qui étaient présentes et que j'ai pas vu du tout. Mais sinon, c'était avec une bonne ambiance et d'être baigné là-dedans et de voir qu'il y a autant de gens qui sont passionnés, c'est toujours intéressant, quoi. Et toi, Guillaume? Moi, vraiment, la première chose, c'est cette rencontre c'est ces rencontres. Moi, j'avais un peu lâché l'IFI, un peu pour me concentrer sur le site, en partie pour me concentrer sur le site de Cédric. Et là, en fait, vous m'avez remis le virus, quoi. Clairement, les rencontres sont super. Il y a une grande proximité. Faut pas se leurrer non plus. Hein. HCFR, c'est quand même une belle machine avec énormément de personnes. Et moi, j'ai adoré la simplicité des membres du staff. Cette accessibilité, ça m'a vraiment plu, quoi. Et bien entendu, si je suis encore le bienvenu l'année prochaine, je re-signe, je rempile. Écoute, ça fait plaisir, mais j'espère qu'on aura l'occasion effectivement de refaire des choses ensemble, ça sera sympa. Et j'allais dire, moi aussi l'année prochaine, s'il faut et si je peux, je rempile. Et même si on peut vous apporter quelque chose comme une réalisation, pourquoi pas. Et écoute, on aura l'occasion effectivement d'en rediscuter à l'occasion. Alors, et toi, Benjamin, alors? Beaucoup. J'ai fait vite. J'ai pas tout écouté. Hein, j'ai fait quelques tours de stand. J'étais comme Cédric, très agréablement surpris par les JBL. Vraiment les enceintes qui m'ont vraiment le plus plu. Après, c'est vrai que je connaissais pas non plus Récital, je vise de nom, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi les enceintes de Alex. Et autrement, j'ai malheureusement pas pu tester ou sinon juste en conduite accompagnée avec des enfants sur les genoux le playseat de Gandalf. Mais bon, sinon c'est vrai que c'était plaisant. Mais le principal, c'était quand même de tous vous rencontrer, et ça, c'était vraiment cool, quoi. Ouais. C'est pour ça, je pense que c'est le truc vraiment pour lequel faut venir, c'est les rencontres avec les autres, parce que c'est vraiment super cool, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, et du coup, avant de terminer avec Richard, on va laisser la parole peut-être à Gandalf, qui a énormément contribué à ce salon, que ce soit, je pense, pour Richard et puis pour HCFR, parce que il y a eu énormément de logistique. Il est venu nous chercher. C'était vraiment super sympa de sa part, et je pense que avec Patrice et au nom de l'association, on voulait vraiment te remercier, Gandalf. Alors moi, je vais faire un peu le blasé, hein, le coup de cœur des copains et l'ambiance. Je connais ça depuis un petit moment grâce à Richard, parce que j'ai fait tous ces salons. Donc ce n'est plus ce que je retiens, même si c'est pour ça que je m'investis autant dans ces salons. En termes d'électronique, j'ai adoré l'architecture de la petite LS50 de chez Kef, en blanc avec son haut-parleur bleu, et la structure de l'haut-parleur avec le tweeter au centre. J'ai juste trouvé ça magnifique en termes de design. J'ai été impressionné aussi par Advance Acoustic. J'ai trouvé que leur amplification était vraiment pas mal. J'ai été un petit peu déçu par la présentation Atmos de Pionnière. Je pense que malheureusement la salle ne convenait pas pour faire une démonstration Atmos, à mon avis trop haute et trop absorbant au niveau des plafonds. Donc voilà, un petit peu de coup de cœur là-dessus. Bon, pareil, j'ai pas pu faire beaucoup d'écoutes parce que j'ai beaucoup couru. Puis j'ai essayé de faire beaucoup de choses pour la sauce pour ramener pas mal de plus-value. Par exemple, j'ai pas pu aller voir les vidéoprojecteurs, et j'aurais bien voulu voir justement le petit Epson. Je suis content de voir que pas mal d'entre vous ont pu aller analyser sous toutes les coutures la chose. Donc voilà, une ambiance, c'est cette ambiance-là depuis 5 ans, et Richard arrive à ramener du monde. J'ai oublié, oui, bien sûr, la MB2A, petite enceinte française de Metz que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam.
t'arrives devant ça, tu fais ah ouais d'accord, ok, la hi-fi française n'est pas morte, loin de là, et ouais, ça fait plaisir. Merci à lui. Bon bah super, et bien on va laisser peut-être le dernier mot à Richard. Moi j'ai fait un petit peu le tour des stands, mais j'ai pas pu tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur, c'est l'ambiance générale des salons, de ce salon-là. Quand t'as l'habitude de faire des salons, l'ambiance elle est quand même relativement froide. Et ce salon-là, je trouve que c'est vachement plus chaleureux, c'est familial, c'est convivial, les gens n'ont pas peur de discuter les uns avec les autres. Et je pense aussi que le lieu fait, parce que bon, le parking est gratuit, il est facile d'accès, et l'ensemble des équipes du casino et le bâtiment. Après, au niveau des stands, il y a un stand qui, en particulier, en fait, qui m'a fait un petit peu plaisir, c'était celui de Domifi. Oui. C'est la première fois qu'il faisait un salon. C'est aussi une petite boîte française. Et avant le début du salon, en fait, beaucoup des représentants sont venus les voir pour utiliser leurs produits sur le matériel de démo, et ils ont tous été très très satisfaits. Donc c'était un petit clin d'œil comme ça que je voulais faire. Après, donc les remerciements, c'était surtout pour tous les amis, tous les bénévoles qui sont dans les coulisses. Comme je le disais, il y a le côté familial qu'on voit sur le salon avec une très bonne ambiance, mais il y a aussi une super ambiance qui se passe derrière, et sans eux, je n'y serais jamais arrivé. Ouais, mais écoute, merci. Mais merci en tout cas pour l'accueil, parce que c'est vrai qu'on a été quand même vraiment super bien accueillis aussi, et l'organisation était au top, et puis tu nous as quand même pas mal aidé en nous prêtant du matériel aussi, des câbles, des choses comme ça. Mais tu sais, pour qu'un salon soit réussi, bon, forcément il faut des visiteurs sympas, mais il faut aussi une bonne ambiance au niveau des exposants. Il y a un petit truc que je voulais faire, je regrettais de l'avoir oublié, c'est une photo de tous les exposants. Ouais. Ça peut paraître tout con, mais c'est pour dire que tous ensemble on a fait un truc super chouette. Et c'est un peu bête, mais ce serait pas le genre d'image que tu verrais ailleurs. Ouais, et ben écoute, voilà une chose qu'on fera bien l'année prochaine. Exactement. Et d'ailleurs, si j'avais un truc à rajouter, ce serait peut-être bien de laisser tomber le foot le dimanche, justement, pour faire une journée pour ces gens-là. Oui, alors je te parle du coût du location. Et il y a un coût de location qui est assez sympathique aussi. Après, le casino fait un effort parce que l'événement, il lui plaît. Bon, évidemment, ça lui fait des rentrées parce que l'hôtel est complet pendant 2 jours. Mais un bel effort tarif pour les 2 jours, c'était assez intéressant. Par exemple, il y a une exposition de guitare dont on n'a pas parlé, et de tableaux. Oui, c'est vrai. L'exposition de guitare a été faite par un petit magasin près de chez nous, à Thionville, qui s'appelle le 5150. Et c'était vachement sympa aussi, parce que les gens pouvaient aller gratter un petit peu le matos qu'il y avait en place, et ça touche pas directement le film cinéma, mais quelque part ce qu'on écoute. Ouais, mais il y a un lien, ouais. Dedans, voilà. Un peu comme le siège auto. C'est pas tout à fait ça. Il y a un petit lien et un petit truc à côté qui permet de se relaxer différemment. Ouais. Bon, bah écoute, super. Alors Patrice, je crois que tu voulais dire un dernier mot. Plein de derniers mots, mais je vais faire court. Non, mais je voulais effectivement parler de BOM IFI. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une société qui fabrique des produits de nettoyage pour des appareils cinéma, IFI et compagnie, de diverses possibilités pour du bois, pour du mat, etc. C'est assez novateur et sympathique, parce qu'en plus il y a une vraie démarche derrière, donc bon, c'était assez sympa. Et moi je voulais retenir une très belle écoute chez JBL, ça c'était pour moi intéressant. Heureusement, j'ai eu la chance, contrairement à l'année dernière, de pouvoir faire à peu près le tour de l'ensemble des choses. Le fait qu'on ait pu jouer avec les Epson et le Sony était assez intéressant. Des belles écoutes chez nous, c'est-à-dire les récitals audio principalement, et merci à Alex avec deux bonnes petites enceintes. Et puis, effectivement, ce cher Bruno Rue, c'est acoustique, avec plein de choses, et c'est très 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 intéressant. Et puis bien sûr, tout le monde, les exposants qui contrairement à d'autres salons, je trouve que c'est très sympathique de les voir aller visiter les autres stands et aller prendre quelques minutes pour discuter avec les autres. Je suis pas sûr qu'on voit ça partout. Et je pense que ça, c'est spécifique à ce salon, et c'est spécifique à Richard et à sa manière de voir les choses. Et c'est fort sympathique, bien sûr. Et alors, c'est vrai que pour nous, c'est compliqué, c'est loin, mais à n'en pas douter, on fera absolument tout notre possible pour être là l'année prochaine. Écoute, génial, Patrice. Merci pour cette belle conclusion.
Voilà, c'était HCFR, le podcast tech version 1.5. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se donne rendez-vous rapidement pour une nouvelle émission. Alors quand même d'un mot, au nom de l'association HCFR, on voulait remercier Magna, Welbar et Alex de Recital Audio qui nous ont permis de réaliser cette démonstration. Je voulais aussi remercier Hubert et Thierry qui ne pouvaient pas venir ce soir, donc Agnostic Premier et Thierry Walk, qui nous ont filé un énorme coup de main sur le salon. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment génial. On était beaucoup ce soir, mais je pense qu'on s'en est quand même bien tiré. Et puis à très vite. Allez, ciao. Merci Clément. Au revoir. Merci. Au revoir.